pense qu'il y a quand même en effet, on va dire dans la psychologie allemande, l'idée que la France est au fond illégitime à revendiquer le leadership géopolitique de l'Europe. On a l'impression qu'il n'y a pas de nous, Européens. La France, par définition, ne peut pas avoir tout à fait le même point de vue que la Pologne lorsqu'il s'agit de se demander ce que nous devons faire face à la Russie. Et donc je crois que plutôt que de perdre notre temps à envisager un hypothétique patriotisme européen, on devrait plutôt s'appuyer sur le patriotisme des États-nations. Et nous pouvons le regretter en tant que Français, mais pour tout un ensemble de pays européens, l'idée que l'Europe seule s'affirme sur le terrain géopolitique, sur le terrain de la défense, ne va pas de soi. Maintenons une forme d'indépendance et aidons les Européens à voir le monde autrement qu'à travers ce prisme occidentaliste. J'appelle à la sagesse et à repartir de l'existant. L'existant, c'est d'abord une Europe faite d'États-nations qui défendent leurs intérêts. Bonjour Max Erwan Gastino. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Oui, donc Max Erwan Gastino, comme mon prénom le rappelle, je suis né en Bretagne, j'ai grandi en Bretagne, j'ai plutôt fait des études d'histoire et ensuite en relations internationales qui m'ont amené à étudier dans les Caraïbes, Trinité et Tobago. Je tiens à cet ancrage très important pour la réflexion que je mène dans le domaine de la géopolitique, avant ensuite de travailler dans différentes zones, notamment en Chine, pour une ONG. Ça fait depuis une dizaine d'années que je travaille en France, dans le domaine des affaires publiques. J'ai travaillé pour différents députés, et puis depuis quelques années dans le monde de l'énergie. Un domaine géopolitique s'il en est, ce qui m'amène à publier des livres sur les questions internationales aux éditions du CERF, dont le dernier dont on va, je crois, parler sur la désoccidentalisation du monde, et puis qui m'amène aussi à donner des cours à l'Institut catholique de Paris, des cours donc de géopolitique de l'énergie, qui me permet de lier cet intérêt pour les questions internationales et ce domaine d'expertise technique, disons, sur les questions énergétiques. Merci d'être là. C'est la deuxième fois que vous venez. La dernière fois, on a parlé du coup de votre livre L'ère de l'affirmation. On se demandait, on a parlé de votre thèse qui me plaît beaucoup, de la nécessité pour les États français, l'État de la France, les États européens, l'Europe, d'affirmer ce qu'ils sont pour pouvoir se projeter dans le monde à partir de ce qu'ils sont, de retrouver leur identité. Ça va pas beaucoup mieux aujourd'hui. Alors ça va pas beaucoup mieux en effet. Peut-être le point de départ quand même de ce livre, pour donner vraiment du concret au propos, c'est quand même cette grande surprise qui a été l'invasion russe de l'Ukraine en février 2022. Mais la surprise, c'était pas tant que les Russes soient prêts à envahir l'Ukraine. On sait très bien que pour la Russie, pour des questions que l'on peut contester, mais on sait très bien que pour la Russie, l'Ukraine, c'est pas un pays comme les autres. Voilà. Donc il y avait ce risque quand même qui pesait sur l'Europe depuis notamment les événements de Maïdan en 2014. Il y avait donc cette idée que potentiellement un jour la Russie pouvait attaquer l'Ukraine. La grande surprise de février 2022, donc date de l'invasion russe de l'Ukraine, c'est la réaction des pays dits du Sud, et c'est là que le terme de Sud global a émergé, les réactions des pays du Sud aux propositions des pays occidentaux, Europe, États-Unis, Canada, visant à sanctionner la Russie. On se souvient des déclarations du ministre de l'économie Bruno Le Maire qui disait « Nous allons asphyxier l'économie russe ». Je sais plus quel est le verbe exact, mais bon, c'était quelque chose comme ça. Parce qu'on pensait vraiment qu'il suffisait que les Occidentaux proposent au monde quelque chose pour que l'ensemble des pays du monde nous suivent. Or, ce qui s'est passé, c'est que tout un ensemble de pays, la plupart des pays, ont adopté au fond un double comportement, mais tout à fait cohérent. Le premier consistant à dire « Oui, nous condamnons sur le principe l'invasion russe de l'Ukraine », parce que ces pays dits du Sud, africains, sud-américains, asiatiques, tiennent au principe de souveraineté nationale, qui est constitutif de la Charte des Nations Unies, et donc condamnent le fait donc, de remettre en cause la souveraineté de l'Ukraine, mais ils n'ont pas adopté le deuxième volet, les résolutions de l'Occident, qui visaient donc à sanctionner économiquement la Russie, jugeant ces sanctions contraires à leur intérêt national, qui est toujours de
maintenir les relations commerciales fécondes que ces pays ont, que ces nations ont avec la Russie, dans le domaine notamment justement énergétique ou agricole. Et donc nous vivons, depuis cette date, les choses sont assez objectives, dans un monde alors désoccidentalisé, post-occidental, on pourra peut-être revenir sur ces termes, mais en tout cas dans un monde qui conteste la prédominance de l'Occident. Ce qui doit nous amener à opérer un double mouvement, selon moi, et c'est l'objet de mon livre. La première chose, c'est d'essayer de comprendre par quel mouvement ces pays se sont petit à petit détachés de l'Occident, ou en tout cas se sont affirmés de telle sorte qu'ils se sont crus légitimes en février 2022 et ensuite à remettre en cause notre propre vision du monde. Qu'est-ce qui fait que ces pays tout d'un coup ont pris confiance en eux-mêmes? Premier mouvement, donc il faut s'ouvrir à cette nouvelle réalité mondiale. Et puis deuxième mouvement, dans le monde tel qu'il est aujourd'hui, comment pouvons-nous retrouver une forme d'influence, ou en tout cas défendre au mieux nos intérêts, puisque c'est quand même ça le but de la géopolitique, c'est de projeter sur la scène internationale les intérêts qui coïncident avec un espace géographique donné, en l'occurrence l'espace national français ou l'espace européen, voire l'espace occidental. C'est justement dans la définition de ce nous que se jouent beaucoup de choses. On a l'impression qu'il n'y a pas de nous européens. Alors, on voit que l'Europe cherche à le faire exister, mais qu'en effet, elle a du mal à accoucher d'un nous substantiel. Quand je dis un nous substantiel, il faut en revenir, c'est-à-dire un nous qui renvoie à une identité suffisamment forte pour qu'elle arrive à transcender les Européens, à transcender les différences infra-européennes, c'est-à-dire au fond les différences nationales, parce qu'on voit bien que sur chaque dossier, y compris géopolitique, les questions de défense, les questions d'industrie, les Européens apparaissent divisés, chacun ayant son propre agenda, ses propres intérêts. Sur l'exemple, par exemple, de l'Europe de la défense, on voit bien que la France et l'Allemagne ont du mal à avancer sur un avion de combat commun, parce que les Allemands sont intéressés par le fait d'obtenir les brevets intellectuels et industriels qui vont en effet se développer avec cet avion, tandis que la France, elle, à travers son industriel phare qui est Dassault, tient à maintenir une forme de souveraineté industrielle et de propriété intellectuelle sur un certain nombre de fondamentaux de son industrie, ce qui donc freine le développement de son projet. Donc la question pour l'Europe, si elle veut agir comme un tout, comme une entité géopolitique, au même titre que la Russie, que la Chine, que les États-Unis, la question qui se pose est comment parvenir à transcender ces intérêts nationaux. Qu'est-ce qui peut nous relier davantage que des traités, au fond? Il y a quelqu'un que je cite beaucoup, qui est l'une de mes références intellectuelles, Raymond Aron, disait « Les constitutions ne créent pas les sentiments ». Donc on peut avoir des traités en commun, des valeurs communes que l'on liste dans les traités, ça ne suffit pas à créer une communauté de sentiments. Donc on a cru que les horreurs du XXe siècle allaient suffire à nous unir. Elles nous ont unis dans le cadre du projet européen. Malgré tout, les nations demeurent. L'allégeance des Européens va d'abord à leur nation. Et puis, on a cru aussi que la guerre en Ukraine allait sans doute nous servir à consolider ce sentiment européen ou voire le faire émerger. Et là, je crois que sur ce plan-là aussi, on se raconte sans doute des histoires parce que même face à un ennemi commun russe, qui ne l'est peut-être pas d'ailleurs, il faudra aussi sans doute en discuter, même face à cet ennemi-là, les orientations géopolitiques des États diffèrent parce qu'elles sont le produit de l'histoire et de la géographie. La France, par définition, ne peut pas avoir tout à fait le même point de vue que la Pologne lorsqu'il s'agit de se demander ce que nous devons faire face à la Russie. Pour illustrer votre propos sur les dissensions entre États membres, et spécialement entre la France et l'Allemagne, on voit que quand il s'agit d'acheter du matériel militaire, les Allemands n'achètent jamais de matériel militaire français. C'est quand même extrêmement parlant. L'Allemagne s'est reconstruite sur le renouveau de son industrie. Tout pour l'industrie est sans doute la véritable devise allemande qui transcende l'échiquier politique allemand. Donc quand l'Allemagne
se pose sur un projet industriel, elle se demande comment va-t-elle pouvoir en faire bénéficier son industrie. Donc, si elle n'avance pas si vite que prévu avec la France, c'est parce que justement, elle tient à faire profiter de cette relance européenne par la défense, elle tient à en faire profiter son industrie. Dès lors que ce projet franco-allemand capote, les Allemands, pragmatiques, se tournent vers les États-Unis pour faire aussi sans doute un petit peu pression sur la France, mais parce que l'Allemagne ne s'est pas simplement reconstruite à partir de son excellence industrielle, elle s'est aussi reconstruite après 1945 grâce à l'appui des États-Unis, et l'Allemagne est un petit peu, on va être un petit peu méchant avec nos voisins allemands, est un petit peu le relais des États-Unis en Europe. Et on le voit sur la scène géopolitique, elle ne jure au fond que par un atlantisme de confort. Et on se souvient que, même sous De Gaulle, le traité de l'Élysée, signé entre la France et l'Allemagne, le Bundestag avait tenu à rajouter la mention selon laquelle la défense de l'Europe ne s'entendait que dans le cadre de l'Alliance atlantique, torpillant l'idée d'une Europe européenne qui était chère au général de Gaulle. Donc c'est une vieille histoire. Il y a un prisme atlantiste qui là aussi transcende l'échiquier politique allemand, qui pèse par définition dans la possibilité même d'asseoir une véritable autonomie stratégique européenne qui reste un concept très français. Dès que la France cherche à faire avancer cette idée-là, on voit bien que, et pas que l'Allemagne d'ailleurs, l'ensemble des pays européens la conditionnent au maintien du lien transatlantique, ce qui dans les faits tue dans l'œuf l'idée même d'une autonomie européenne. Donc on a le rôle de l'Allemagne. On va voir. Alors on est déjà totalement hors de ma, mais on va voir toutes les conditions qui empêchent cette Europe d'exister. Il y a l'atlantisme allemand, et pour rester sur les Allemands, dans un groupe, j'ai tendance à penser qu'il faut toujours un leader. Et les Allemands ne veulent pas du leadership de la France. Il y a chez eux une volonté d'affaiblir la position française. Je pense qu'il y a quand même en effet, on va dire dans la psychologie allemande, l'idée que la France est au fond illégitime à revendiquer le leadership géopolitique de l'Europe. Ça remonte sans doute à une pilule peut-être mal avalée depuis la Seconde Guerre mondiale. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'un pays dominant politiquement comme l'est l'Allemagne aujourd'hui dans l'espace européen, dominant économiquement comme le demeure l'Allemagne malgré la crise que connaît son secteur industriel, ne peut que prétendre au leadership géopolitique. Il y a toujours un lien entre votre puissance politique, votre influence économique et votre volonté de faire en sorte que vos intérêts prévalent sur la scène internationale. Donc, pour l'Allemagne, étant donné la situation politique, la situation économique de la France, il est tout à fait logique pour elle de revendiquer ce leadership et de faire en sorte qu'elle soit au fond la jambe orientale d'un bloc occidental revigoré. Et là où la situation devient précaire pour la France, c'est que lorsque vous lisez les meilleurs géostratèges américains, comme Brzezinski et son fameux Grand Échiquier publié en 1997, Brzezinski dit très clairement les choses. C'est un livre qui a été beaucoup lu parce que très clair et en même temps qui dévoile tout un ensemble de fils qui se révèlent à l'aune de diverses crises. Il dit la construction européenne est un impératif stratégique pour les États-Unis parce que si l'Allemagne et la France demeurent unies, le projet européen demeurera, ce qui permettra aux États-Unis de garder pied sur la plaque eurasiatique. Et il dit qu'une Europe et une Allemagne et une France liées, c'est une Allemagne qui tient la France. Parce que la France est évidemment, pour des raisons historiques, le seul pays qui continue de revendiquer, à l'aune d'une histoire gaullienne qui a eu un certain nombre de succès internationaux, parce que la France est ce pays qui a une tradition géopolitique anti-américaine, ou qui en tout cas revendique une forme d'autonomie, alliée mais pas alignée. C'est la vieille tradition française que poursuit d'ailleurs d'une certaine manière Emmanuel Macron, malgré quelques contradictions. Donc, je crois que la France n'a pas suffisamment compris que l'européanisation croissante de son être allait de pair avec une Europe
dominé par l'Allemagne, mais pas que, qui ne jure que par un atlantisme de confort et qui donc nous condamne à vivre à l'intérieur d'un bloc, et je dirais même à nous enfermer à l'intérieur d'un bloc occidental, enfermé parce qu'aujourd'hui, on en revient au début de notre discussion, le monde est bien plus vaste que cette zone dont l'Atlantique forme en quelque sorte le pont. Mais comment échapper à cet atlantisme? Il faut affronter, évidemment diplomatiquement, l'Allemagne. Alors, moi, je dis que il faut justement ne pas mettre tous nos œufs dans le même panier. C'est-à-dire arrêter de penser que notre avenir ne passe que par un surcroît d'intégration européenne. Il faut assumer ce que j'appelle dans une tribune que j'avais publiée pour le Figaro, assumer un dissensus constructif. Hein, la France est la jambe sud du Nord. C'est le pays qui doit empêcher l'Europe de s'unir en rond. Hein, de faire en sorte que l'unité européenne soit une sorte de fin en soi, qui mène au fond à neutraliser les États européens dans un grand tout qui, au fond, se tournerait vers son fédérateur extérieur, comme disait le général de Gaulle, pour savoir, au fond, quoi penser et quoi décider. Donc il faut que la France continue de peser en Europe, mais davantage par sa propre agilité géostratégique, par sa propre indépendance intellectuelle. En 2003, au moment de la guerre en Irak, la France seule a assumé une position qui n'était pas partagée par l'Italie, par l'Espagne, qui ont soutenu l'invasion américaine de l'Irak. Et la France seule a entraîné dans son sillage l'Allemagne d'ailleurs, puis la Russie, parce qu'elle avait confiance en sa propre ligne géopolitique qu'elle défendait d'ailleurs bec et ongle dans les années 90. Dans le livre de Brzezinski, vous avez des passages étonnants, gouvernement Juppé, où le ministre des Affaires étrangères français affirme que la France tirera bénéfice d'une Russie plus forte, parce que sans la Russie, nous sommes enfermés dans un bloc anglo-américain. Il y avait toujours cette idée qu'il fallait s'appuyer, avoir un contrepoids oriental pour maintenir une forme d'équilibre entre deux géants que sont les États-Unis à l'ouest et la Russie à l'est. Donc, il faut que la France assume sa différence, et pour qu'elle puisse assumer sa différence, il faut que sa différence soit crédible. Et pour que sa différence soit crédible, il faut non seulement qu'intellectuellement elle continue de cultiver cette jambe gaullienne, sudiste, tiers-mondiste en quelque sorte, et qu'en même temps, elle maintienne sa puissance industrielle, son outil de défense, pour que sa ligne géopolitique ne soit pas justement que du verbe, mais se traduise aussi potentiellement par une capacité d'action. Voilà. Et est-ce que cet indépendantisme de la France, cette volonté... Et simplement une petite précision. Imaginons, parce qu'aujourd'hui, la France et l'Allemagne, pour faire avancer l'Europe géopolitique, disent justement il faut que nous parlions d'une seule voix, et donc nous devons mettre fin au droit de veto dont dispose chaque État européen en matière de politique étrangère. Avant que l'Union européenne prenne une position en matière de politique étrangère, il faut l'unanimité aujourd'hui des pays européens. La France dit, et l'Allemagne, tous ces deux pays disent il faut mettre fin à ce droit de veto parce que ça permet à un petit pays, par exemple, comme la Hongrie, de nous empêcher d'avancer aujourd'hui sur le dossier russo-ukrainien. Imaginons, on revient en 2003, il y a une vingtaine d'années, imaginons que la France, avant de prendre position sur le dossier irakien, dû répondre de l'unité européenne. Imaginons que la France, à l'époque, dû assumer le fait de rompre la sacro-sainte unité européenne. Imaginons qu'avant de prendre notre position, la France ait dû se soumettre à un vote et accepter que la majorité de nos alliés européens approuvent l'invasion américaine de l'Irak. Eh ben, nous serions allés en Irak, et sachant que cette invasion aujourd'hui continue largement de nous discréditer dans les pays du Sud lorsque nous drapons derrière le drapeau, derrière la bannière du droit international. Elle discrédite l'Occident, mais pas la France. Elle discrédite l'Occident, elle discrédite y compris du coup l'Europe en partie, puisqu'il n'y a pas que le dossier irakien où nous avons agi en dehors du droit international, mais en effet, la France avait bénéficié d'une certaine aura grâce, en effet, à la décision de Jacques Chirac et de Dominique de Villepin. Malheureusement, nous n'avons pas cultivé ce que j'appelle cette jambe sudiste ou tiers-mondiste. On parlait d'un tiers-mondisme gaullien à une époque. Nous n'avons pas cultivé cette ligne alors que nous étions en avance.
Nous étions en avance sur l'avènement d'un monde post-occidental ou post-américain, comme le dit Farid Zakaria, qui est un éditorialiste phare de CNN et qui en 2008 avait publié un essai, Le monde post-américain. Voilà, nous étions en avance, nous avions anticipé l'avènement de ce monde et nous nous sommes en quelque sorte occidentalisés, européanisés, occidentalisés, oubliant notre spécificité, ou l'oubliant par moment et la cultivant en d'autres moments. Il y a une sorte de en même temps géopolitique avec Emmanuel Macron, sur lequel il va falloir sans doute aussi revenir. Qui est assez intéressant à justement à. Il y a une question que je me pose, c'est sur le général de Gaulle et sur cette prescience, cette vision d'un monde multipolaire et cette est-ce que la jambe, le tiers-mondisme gaullien, est-ce que cette vision de l'indépendance de la France, est-ce qu'elle a précédé le général de Gaulle? Est-ce qu'elle existait avant lui ou est-ce qu'on lui doit intégralement ce rôle-là? Alors, il y a eu un grand débat géostratégique français entre des militaires, Raymond Aron dont j'ai parlé, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. On parle d'âge d'or de la géostratégie française entre la fin des années 40 et la fin des années 60. Autour du nucléaire notamment, autour de la relation à l'Allemagne qu'il fallait repenser, etc. Et l'avènement de la guerre froide, évidemment. Mais à travers cette réflexion géostratégique, qui visait à penser l'instant présent, la réflexion quand même s'adossait à une histoire, qui est celle de l'État français. Un État français qui a dû jouer des coudes pour faire sa place dans une Europe où les rivalités entre États, entre royaumes faisaient loi. La France a été longtemps obnubilée par la protection de son flanc nord-est, le plus vulnérable, puisqu'il y a des frontières naturelles avec les Alpes et les Pyrénées dans le sud. Nous avons longtemps été accaparés par la nécessité de consolider notre flanc nord-est qui était le plus vulnérable, d'où aussi toutes ces constructions Vauban, qui datent donc du grand siècle de Louis XIV, qui visaient justement à faire en sorte que nous puissions préserver notre indépendance. Il y a toujours eu c'est un fil rouge de l'histoire politique française, l'indépendance du royaume et l'unité du royaume en luttant contre les forces centrifuges à l'intérieur. C'est ce vieux unitarisme que a magnifié l'absolutisme royal sous Louis XIV, mais qui a prolongé ensuite la République et la Révolution française. Et puis cette volonté aussi d'indépendance vis-à-vis de l'extérieur et vis-à-vis notamment aussi de la papauté. Le nombre de rois qui ont été condamnés par Rome en France est très important. La France fille aînée de l'Église, mais qui malgré tout a joué des coudes face, on peut dire, au pouvoir impérial du pape. Donc, je pense que De Gaulle est l'héritier d'une longue histoire qu'il connaît intimement, et donc il s'est glissé dans les pas de la France capétienne, en quelque sorte, mais en l'adaptant à cette époque. Et il s'est dit, à l'époque dans laquelle il vivait, et il s'est dit, dans un monde dominé par deux grands blocs, le seul moyen de poursuivre le fil rouge de l'indépendance nationale est de s'arroger des marges de manœuvre. Et pour s'arroger des marges de manœuvre, il a dessiné cette ligne. Alors tiers-mondiste, il faudrait développer, en tout cas cette ligne qui consistait à dire nous revendiquons une forme d'indépendance, une certaine agilité géopolitique qui doit nous permettre de nous adresser aussi bien à des pays du bloc occidental et à des pays qui n'appartiennent pas à ce bloc, d'où la reconnaissance de la Chine populaire en 1964, un accord de coopération, notamment dans le domaine scientifique, avec l'URSS en 1966, pendant la guerre froide, d'où son grand discours de Phnom Penh au Cambodge, où il appelle les peuples du Sud à prendre leur envol, dans le sillage de la décolonisation qu'il a achevée en France. Prenez votre envol, émancipez-vous des empires, soyez comme nous une nation fière, digne et indépendante, ce qui correspondait là avec le discours que tenaient les pays dits non alignés, qui se sont réunis à Bandung en 1955 en Indonésie pour dire nous ne voulons pas appartenir aux deux grands blocs, au bloc soviétique et au bloc occidental, nous voulons aller là où notre intérêt national nous mène. Et c'est au fond aujourd'hui la ligne des pays dits du Sud global, qui est de revendiquer une forme d'indépendance en dehors, c'est-à-dire le fait de ne pas suivre le diktat des puissants, que forment aujourd'hui les États-Unis et notamment la Chine ou voire même la Russie. C'est un autre élément visionnaire de De Gaulle, c'est qu'il avait dit que la Chine serait ce qu'elle est devenue. Il avait vu que la Chine allait devenir ce qu'elle est devenue.
Et c'est là où il y a un point très important qui appartient, je pense, là très fortement à la pensée du général de Gaulle, c'est l'idée que le monde est fait d'États, est constitué d'États et de peuples, et que les régimes sont peu de choses derrière cette réalité éternelle, en quelque sorte. Hein, dans ses conversations à Malraux, traduit dans Les chaînes qu'on abat, un très, très, très beau livre, il ne dit pas les soviétiques, il dit les Russes. Parce qu'il dit l'encre du communisme sera intégralement bue par le buvoir de l'âme russe, qui survivra au communisme, qui lui passera. Donc les idéologies passent, pas les États, pas les peuples. Et donc il y a des arrière-fonds historiques qui transcendent les différences idéologiques, qui sont toujours momentanés. Et donc pour faire de la diplomatie, de la géopolitique, il faut tenir compte de tendances lourdes qui ont bien plus un rapport avec l'histoire, la géographie, la culture, la psychologie, qu'avec les valeurs, l'idéologie, voire même les intérêts économiques. Et donc, c'est pour ça que De Gaulle connaissait l'histoire, savait que la Chine était le produit d'une grande civilisation, et qu'un jour ou l'autre, cette civilisation prendrait son essor. Et simplement, je me suis noté une petite citation. André Malraux, qui a accompagné le général de Gaulle, a écrit un livre, La tentation de l'Occident. Et il a cette phrase que je note d'ailleurs dans mon dernier livre. Il dit « Le 19e siècle a cru que l'international triompherait. Or, nous voyons très bien que c'est la nation qui triomphe, apportant avec elle ses propres problèmes. » Donc des problèmes liés à l'indépendance nationale, à comment un État peut s'affirmer dans un espace national par moments fragmenté. Mais en tout cas, contrairement à ce que nous avons pensé, dit-il, nous vivons dans un monde où c'est bien la nation qui triomphe. Voilà. Et ce qui arrive aux Européens, c'est d'être les seuls dans le monde à ignorer cette réalité. Pour des raisons, encore une fois, qui tiennent davantage à la psychologie, je pense, qu'à l'idéologie, même si l'idéologie ensuite est venue donner un vernis plus théorique à cette psychologie profonde. Les Européens traumatisés, qui sont des naufragés du XXe siècle, des traumatisés du XXe siècle, qu'ils associent à des horreurs objectives, mais elles-mêmes dues au nationalisme, ont tenté, en effet, à travers le projet européen, de conjurer l'idée au Front National, de la dépasser en tout cas. Tandis que le reste du monde, lui, en effet, continuait de revendiquer, voire même de sacraliser l'idée nationale, qu'on peut dire peut-être la dernière phase d'occidentalisation du monde. L'Europe, malgré elle, peut-être, a diffusé à l'ensemble du monde ce modèle national, même s'il diffère en fonction des États, mais en tout cas, la nation est un cadre qui n'est pas contesté dans la plupart des pays du monde. Et donc, nous nous retrouvons à contre-temps. À contre-temps. Et moi, c'est pour ça que plutôt que souvent, lorsque l'on discute des objets géopolitiques, on a tendance à commencer par la chute du mur de Berlin, qui ouvrirait une autre époque. Moi, je dirais plutôt que nous vivons la continuation de Bandung, du mouvement des non-alignés de 1955, de la décolonisation. Le décolonialisme est un nationalisme. C'est le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Ce sont donc des nations qui se sont émancipées, affirmés politiquement face à l'Occident, qui ensuite ont bénéficié de la mondialisation, ont bénéficié d'un certain nombre de délocalisations, ont bénéficié d'une forme d'intégration dans un marché mondial dynamique pour prendre leur essor économiquement, affirmation politique, affirmation économique, et aujourd'hui, de ce fait, elles accèdent à un certain rang qui fait qu'elles prennent confiance en elles-mêmes, au point, désormais aussi, de s'affirmer sur le terrain culturel et de contester même à l'Occident le droit de se revendiquer de valeurs universelles. Donc nous avons une triple affirmation qui passe par l'échelon national, qui est l'échelon qui, en effet, triomphe dans ces pays dits du Sud global. Et en Europe ? Et alors en Europe, nous continuons, nous persévérons dans ce projet de dépassement des nations. Moi, quand j'entends, et je ne critique pas nos militaires, mais parce qu'ils font en quelque sorte leur boulot lorsqu'ils suivent les ordres, le commandement politique qui leur est donné. Mais je suis un peu attristé lorsque je vois en quelque sorte nos militaires relayer cette idée selon laquelle il faudrait se préparer à une guerre ouverte avec la Russie dans 3-4 ans. Ah oui, j'ai vu. On a quand même l'impression que
l'Europe sous domination justement allemande. L'Allemagne a réalisé son unité à travers la guerre russe entre la Prusse et la France en 1870. Défaite de Sedan de la France, unité allemande. J'ai l'impression que l'Europe rêve d'un nouveau Sedan, d'une nouvelle guerre qui réaliserait enfin l'unité européenne avec un ennemi qui ne serait pas la France dans le cas de la Prusse en 1870, mais la Russie. Le problème, c'est que les pays les plus concernés par la menace russe, les plus sincèrement concernés par la menace russe, les pays baltes, la Pologne, et je pense notamment à la Pologne, qui est un poids lourd désormais européen, n'entendent pas sacrifier cet échelon national, au contraire. Et puis, notons également que les traités européens sont ambivalents. Il y a à la fois l'article 1 qui dit « L'Union européenne est un processus, un mouvement qui vise l'union sans cesse plus étroite entre les peuples d'Europe ». Donc là, on est très clairement dans un processus d'uniformisation qui vise la constitution d'un État européen, d'une nation européenne, d'une société européenne, transnationale. Et vous avez l'article 4 qui dit « L'Union européenne respecte les identités nationales ». Le terme est évoqué. Et donc, on voit bien que le projet européen a voulu ménager les sensibilités nationales tout en rêvant à un projet qui allait justement les transcender, les dépasser. Et je crois qu'on est encore aujourd'hui un petit peu entre deux eaux. Et il va falloir sans doute un jour justement trancher. Et je pense en effet, on va sans doute pouvoir y revenir, que dans un monde qui résonne à l'idée de nation, nous ne pouvons plus rêver à un projet qui justement consiste un petit peu à ramollir les identités et les intérêts nationaux, parce qu'il y a là derrière, plus que des administrations, des frontières, un carburant spirituel nécessaire à la capacité qu'a tout collectif de se projeter à l'international et de se défendre. C'est parce que nous nous pensons comme spécifiques que nous voulons nous défendre et que nous sommes en capacité d'entrer en relation avec d'autres entités se pensant elles-mêmes comme spécifiques. Et donc, je crois que l'Europe gagnerait en sagesse et en efficacité si elle redécouvrait la vertu de l'idée nationale, ce qui n'empêche pas par ailleurs de poursuivre une certaine forme de projet européen et même l'Alliance Atlantique. Mais peut-être... Alors, parce qu'en fait, quand on dit l'Europe, faut quand même voir qu'on parle des gens qui décident en Europe. On parle pas des peuples européens qu'on écoute qu'à moitié à ce niveau-là. On parle des peuples européens, des gens qui décident en Europe. Et je vais me faire un peu l'avocat du diable. Peut-être qu'ils savent qu'il y a besoin d'être capable de définir un nous et de se vivre en tant qu'unité pour pouvoir se défendre et pouvoir se projeter dans le futur. Peut-être qu'ils le savent, mais qu'ils disent on va tenir le temps qu'on arrive à construire ce nous. Peut-être que dans l'esprit des fédéraux, des fédéralistes, ils se disent le bon échelon, c'est l'échelon européen et qu'il faut créer cette nation européenne. Ah mais on peut tout à fait tenir l'argument selon lequel les États-nations étant eux-mêmes des constructions historiques, pourquoi pas ne pas imaginer une nouvelle construction historique qui se ferait à la taille de l'Europe, permettant aux Européens d'avoir la taille qu'ont les États-Unis, les grands de ce monde. Moi, si vous voulez, je pense que la limite de cette idée, c'est que c'est pas la taille qui fait la force, c'est plutôt la détermination, l'agilité, la capacité d'un État à embarquer sa propre population dans un projet, dans une direction. Et pour embarquer les populations dans un projet commun, il faut que ces populations développent à l'intérieur d'elles-mêmes une forme de sentiment d'appartenance. Et moi, la question du sentiment d'appartenance européen m'intéresse beaucoup, mais je trouve que c'est une question pour intellectuels, donc on peut avoir plaisir à se poser, mais qui ne me semble pas franchir le mur justement dans des cénacles où nous aimons débattre de cette idée. D'ailleurs, Raymond Aron, j'y reviens encore une fois, posait la question de la sorte en 1978 dans un grand entretien à l'Express. Il dit « L'Europe est-elle interdite du fait du veto américain
c'est un petit peu ce qu'on s'est dit en début de notre discussion, du fait que les États-Unis pèsent trop sur l'Europe, ou du fait des Européens eux-mêmes qui ont perdu leur patriotisme national sans le remplacer. Et alors, si l'on adhère à cette fausse question de Raymond Aron, qui lui est un homme qui défend l'État-nation, qui n'aurait jamais défendu l'Union européenne telle qu'elle existe, me disait Pierre Manant, l'un de ses disciples, si l'on dépasse, si l'on met de côté cet accent mis sur le patriotisme des États-nations, qui demeure quoi qu'on en dise, et que l'on essaye de construire un patriotisme européen, alors il faut s'employer à le construire. Mais dès lors, il va falloir s'employer à définir une identité historique, une identité culturelle. Imaginez un roman national européen qui serait diffusé dans toutes les écoles européennes. Vous voyez, c'est un projet beaucoup plus ambitieux que, encore une fois, des traités et des projets, surtout lorsque ces projets visent à faire face à une menace russe qui ne me semble pas constituée, encore une fois, ou en tout cas qui ne me semble pas suffisamment forte pour véritablement unir les Européens autour d'un nouvel État dont la capitale serait, par exemple, Bruxelles. Il faudrait, et puis en plus on revient à ce que vous nous disiez au début d'entretien, que en géopolitique, il faut revenir à la géographie et à ce qui agit les peuples en profondeur. Tout à fait. Mon premier livre s'appelait Le nouveau procès de l'Est. Il sortait en 2019 et c'était justement pour chercher à comprendre pourquoi la Pologne et la Hongrie contestaient l'ordre européen tel qu'il se constitue. Pourquoi, au fond, l'illibéralisme, comme on dit à l'époque, la critique de la démocratie libérale émergeait dans ces pays et pas dans d'autres pays comme en Europe occidentale. Et j'en revenais à l'idée que nous avons oublié à l'Ouest que l'Europe n'est pas que l'Europe occidentale. Il y a aussi une Europe centrale et orientale. Et que dans ces espaces-là, on s'est battu tout au long du XXe siècle pour que la nation vive, pour que la nation triomphe de l'impérialisme soviétique. Et donc, il y a un attachement au cadre national qui n'est pas un attachement anti-européen, puisque, encore une fois, l'histoire de l'Europe a créé aussi l'État-nation. Et je crois que ce qui fait la force de ces petites nations dont certaines sont très hostiles aujourd'hui à la Russie, ce qui fait leur force, c'est justement cette volonté de se défendre en tant que nation. Et donc je crois que plutôt que de perdre notre temps à envisager un hypothétique patriotisme européen, on devrait plutôt s'appuyer sur le patriotisme des États-nations, s'appuyer sur les compétences industriels des pays européens qui peuvent se compléter, comme dans le cadre du projet Airbus, où chaque État apportait un peu sa pierre à l'édifice, et imaginer une Europe qui fonctionnerait plutôt sur le principe de subsidiarité. Je rappelle que le projet européen tel qu'il s'est constitué après-guerre, avec notamment ce qu'on appelle les pères fondateurs, qui étaient essentiellement des chrétiens démocrates, puisque le principe de subsidiarité vient de la philosophie chrétienne sociale, consistait à dire qu'il faut, au fond, une Europe qui repose sur différents échelons, qui ne cherche pas à tout concentrer en un centre qui deviendrait une forme de centre un peu impérial, qui viserait à vassaliser les périphéries que formeraient les États-nations. Et donc une Europe qui garde un échelon national qui conserve des prérogatives fortes. Donc moi, je pense qu'il faut plutôt s'interroger sur quelles prérogatives voulons-nous mettre en commun et quelles prérogatives voulons-nous redonner aux États-nations. Et là, on retrouverait une forme d'équilibre entre des projets collectifs et une assise nationale qui demeure, en dépit de tout, celle grâce à laquelle nous continuons de développer une forme d'allégeance et de détermination qui est nécessaire, encore une fois, sur la scène internationale. Et la géographie, je termine par votre question, eh bien, regardons ce qui se passe concrètement, encore une fois, en Europe de l'Est. La raison pour laquelle Viktor Orban ménage la Russie, ce n'est pas simplement parce qu'il y aurait une forme de connivence idéologique entre le régime russe et le régime démocratique hongrois. C'est parce que la Hongrie est une nation industrielle dont la compétitivité repose aussi sur les prix de l'énergie, qui bénéficie de bons rapports commerciaux et énergétiques avec la Russie et qui préfère être alimenté par voie terrestre, par voie de gazoduc comme aujourd'hui, plutôt que par voie maritime à travers le GNL américain, la Hongrie n'ayant pas d'accès direct à la mer. Et la Hongrie revendiquant par ailleurs cette position orientale qui la situe tel un carrefour
entre l'Ouest, où se situe son identité, sa participation au projet européen, et un Orient, d'où vient par ailleurs sa langue ouralienne, et aussi où s'enracine la dynamique de la mondialisation, c'est-à-dire en Asie. Donc elle revendique la valeur stratégique de son ancrage géographique, et il y a là, encore une fois, je crois, une forme de sagesse que devrait adopter tout État, et c'est bien l'addition des patriotismes nationaux et de la détermination des États européens qui, transcendés par un traité les rendant solidaires en cas de conflit, fera, je pense, la force de l'Europe. Et du coup, vous pensez qu'il faut changer les traités ? Et je pense qu'il faudrait... oui, peut-être. Alors, ma question, c'est est-ce qu'il faut nécessairement changer les traités ou si toutes les élites européennes, les décideurs européens se rangeaient derrière votre analyse, quelle influence, et adopter cette vision de combinaison de patriotismes nationaux, est-ce que ça suffirait ? Aujourd'hui, alors, dans les traités, vous avez un article qui dit en cas d'agression d'un pays, si la Pologne est envahie, tous les autres pays européens doivent s'unir pour le défendre. Donc ça faut le garder. Faut garder l'idée que nous sommes solidaires les uns des autres. Ensuite, nous pouvons avancer sur des projets communs, mais vous voyez bien que si l'on parle encore une fois des réalités, les pays européens, la plupart, sont prêts à ouvrir les fonds européens au complexe militaro-industriel américain. Donc, nous pouvons le regretter en tant que Français, mais pour tout un ensemble de pays européens, l'idée que l'Europe seule s'affirme sur le terrain géopolitique, sur le terrain de la défense, ne va pas de soi. C'est même pour eux une forme d'aventurisme dangereux. Donc, tenons compte des réalités, et plutôt que de nous, Français, nous diluer dans une Europe qui sera en fait un bout d'Occident, dominée par la force de frappe américaine, maintenons une forme d'indépendance et aidons les Européens à voir le monde autrement qu'à travers ce prisme occidentaliste qui, encore une fois, je pense, nous dessert profondément dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Et on l'a bien vu sur le dossier russo-ukrainien, nous étions tellement convaincus de notre prédominance que nous pensions que tous les pays du Sud allaient nous suivre dans nos sanctions contre la Russie. Résultat, comme nous ne connaissons pas notre environnement stratégique, nous nous sommes retrouvés isolés. Et aujourd'hui, nous avons beaucoup de mal à rappeler tout un ensemble de pays à notre cause. Je voudrais vous donner un exemple très récent. J'ai été invité en petit comité par la revue Le Grand Continent, qui est une revue très 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 lue aujourd'hui, à une discussion avec la présidente de la commission des affaires étrangères du Parlement thaïlandais, qui était en visite en Europe. Et elle venait présenter la vision géopolitique de la Thaïlande, qui est donc un des pays dits du Sud global. Et elle disait, nous ne voulons pas d'ennemis. Nous voulons à la fois bien nous entendre avec les États-Unis, l'Europe, maintenir nos très bonnes relations historiques que nous avons avec les Russes, et puis conserver les meilleures relations possibles avec la Chine, puisque nous n'avons pas le choix. Donc nous voyons là un État du Sud typique de ces pays du Sud qui sont multi-alignés, qui ne veulent pas rentrer dans une logique de bloc. Et à côté d'elle, représentant du Parlement européen, le représentant à la délégation aux affaires asiatiques du Parlement européen, lui répond « Il ne s'agit pas de choisir un camp, il s'agit de pouvoir se regarder dans une glace en défendant de grands principes comme ceux que remet en cause la Russie face à l'Ukraine. » Donc vous aviez là une forme de position de principe, une posture morale purement morale, puisque les Européens n'ont pas les moyens de défendre eux-mêmes seuls cette ligne géopolitique, donc une posture européenne appelant les Thaïlandais à sacrifier leurs intérêts nationaux, ou l'idée qu'ils se font de leurs intérêts nationaux, pour une noble cause. Mais la géopolitique n'est pas qu'en effet une affaire de posture et de noble cause, c'est aussi le théâtre dans lequel nous définissons des intérêts et nous nous mettons en situation concrètement d'être en mesure de les défendre. Sinon, on reste au stade de la posture et on n'est pas un acteur géopolitique et on ne peut pas donc prétendre embarquer dans notre cause des pays comme la Thaïlande qui voit par ailleurs de très loin ce conflit russo-ukrainien qui est considéré comme un conflit régional, voire un conflit entre blancs. Oui, et puis en plus, on a épuisé notre crédit. C'est quand même une position relativement hypocrite aux yeux du Sud global que de dire que
nous intervenons à chaque fois qu'un pays décide d'en attaquer un autre, parce qu'on s'est plutôt mis dans la roue des États-Unis qui ont fait ça. Alors, c'est-à-dire que voilà, quel est au fond quelle serait notre ligne géopolitique si on voulait être absolument cohérent? Il y a eu l'idée à l'époque que nous allions renverser les tyrannies pour accélérer ce mouvement de démocratisation et de libéralisation du monde. Donc ça, c'est le néoconservatisme des années 2000. En renversant Saddam Hussein, nous allions convertir l'Irak à nos idéaux démocratiques et puis ça allait faire effet domino dans toute la région. Donc ça, c'était l'idée très en vogue dans les années 2000. C'est un petit peu ce qu'on a voulu faire quand même en Libye. On s'est dit, il y a le printemps arabe, il y a un mouvement, ça y est, qui repart. Chouette. Nos idéaux fukuyamistes des années 90 ne sont pas déçus. Finalement, oui. Le virus démocratique se propage désormais au pays du pourtour méditerranéen et donc nous allons l'accompagner en renversant Kadhafi. La nouvelle idée, donc ça c'était un petit peu le néoconservatisme des années 2000. On en est revenu. Et un chercheur allemand qui s'appelle Benjamin Tallis parle, lui, aujourd'hui, de néo-idéalisme. C'est-à-dire qu'il ne s'agit plus d'exporter la démocratie par le moyen des armes, mais de défendre la démocratie partout où elle existe déjà. Encore une fois, ambition noble, mais qui supposerait une capacité, une force de frappe disponible pour intervenir absolument partout, en Afrique, en Asie, à Taïwan éventuellement. Donc, moi je pense que il faut en revenir encore une fois à des réalités un peu plus prosaïques, à revenir à un niveau un peu plus prosaïque. Et je vais donner un exemple. Lorsqu'en Égypte, le maréchal al-Sisi a renversé le vainqueur des élections qui était issu du mouvement des frères musulmans, à travers un coup d'État, nous n'avons pas brandi nos valeurs démocratiques, alors qu'il était élu. Parce que ça nous arrangeait très bien qu'un dirigeant plutôt autoritaire prenne la place des frères musulmans en Égypte. Ça allait dans le sens de nos intérêts. Eh bien, nous serions, je pense, davantage crédibles si en toutes circonstances, plutôt que de se ranger derrière des valeurs et une morale un peu à géométrie variable, nous agissions simplement en défense de nos intérêts. Il est tout à fait légitime de dire que pour des raisons de sécurité, nous préférons que l'Égypte soit dirigée par le maréchal al-Sisi. Et on pourrait, dans ce cas, être davantage aussi reconnu par les autres pays qui ne comprennent pas bien cette Europe qui sermonne, qui sanctionne, mais qui est au fond tout à fait impuissante et incapable de défendre ses propres intérêts sans le concours des États-Unis. Et du coup, ce qu'il faut, c'est, si je comprends bien ce que vous dites, c'est que vous appelez, on n'a pas tout de suite, on n'a pas nécessairement besoin de repenser les traités européens. Parce que ce dont on a besoin, c'est que dans chaque État, domine chez les dirigeants l'idée de défendre leur intérêt national, que c'est naturel, plutôt que de défendre un idéalisme, l'intérêt d'une Europe idéalisée ou même d'un Occident, et de chacun défendre son intérêt national tout en comprenant que c'est naturel et que c'est comme ça que ça, enfin naturel, le mot est peut-être, mais que c'est ça qui in fine, contribuera le mieux à... Dans les faits, les États européens défendent leurs intérêts, même à l'intérieur de l'espace européen. Vous parliez de l'Allemagne, qui ne voyait pas d'un bon œil le fait de qualifier le nucléaire comme une énergie de transition, parce que ça allait donner un avantage compétitif à la France. Et donc, par définition, ça allait réduire la compétitivité de l'industrie allemande. Bon, donc, dans les faits, il y a toujours un rapport de force entre États à l'intérieur même des instances communautaires européennes. Donc ça, c'est la plate réalité. Maintenant, sur la scène géopolitique, plutôt que de se dire « nous devons redonner des marges de manœuvre aux États-nations, leur permettre
de se réarmer, donner des marges de manœuvre budgétaires. La Pologne avait déjà demandé à ce que les budgets de défense sortent des critères de Maastricht. Le Green Deal européen, le pacte vert européen, au nom de l'écologie, avait décidé d'écarter toute entreprise dont plus de 5% du budget finance des équipements de défense. Alors, nous sommes en train de revenir, mais c'est ça que doit faire l'Europe. Simplifier les réglementations, tout ce qui a affaibli l'appareil industriel européen, parce que lorsque vous voulez passer en économie de guerre, vous avez besoin d'un socle industriel fort. Les Russes l'ont, les États-Unis ne l'ont plus, les Chinois l'ont. Donc ce que doit faire l'Europe, c'est seconder ces États. Il faut garder le marché commun, il faut garder les traités qui nous rendent solidaires, et à l'intérieur, redonner la souplesse qui permettra à chaque État européen de réindustrialiser, et sur la base de son propre patriotisme national, engager sa population dans l'idée que la paix n'est toujours qu'une parenthèse, Raymond Aron encore une fois, et qu'il faut donc toujours se préparer à un monde qui est par essence, alors peut-être pas anarchique, comme le diraient les réalistes, mais qui est en tout cas toujours mouvant, fait de rapports de force, compétitifs, entre des États qui n'ont pas les mêmes intérêts, sachant que notre ami du jeudi peut être notre ennemi ou en tout cas notre adversaire du vendredi. Voilà, garder cette approche très souple. Et il y a un exemple historique qui est très intéressant que je dois à Jean de Guignasti, qui a été ambassadeur de France au Brésil, au Sénégal et en Russie, qui dans un très beau petit dernier livre que je recommande beaucoup, France, une diplomatie déboussolée, prend appui sur l'exemple de l'Empire byzantin. Très rapidement, il dit que l'Empire byzantin, l'Empire romain d'Orient, a duré 2 fois plus longtemps que l'Empire romain d'Occident. Pourquoi ? Parce que ils avaient une approche très souple des relations internationales, très pragmatique. Les Byzantins n'avaient pas toujours la meilleure armée face à leurs adversaires, mais ils ménageaient ces adversaires. Ils savaient qu'ils pouvaient prendre appui sur l'un de ces adversaires pour dissuader l'autre de les attaquer. Ils n'étaient pas... Ils évitaient ces formes de remontrances morales qui peuvent aussi froisser et être contre-productives. Et c'est cette très grande souplesse qui leur a très grand pragmatisme. Les valeurs, on les mettait un petit peu de côté, l'intérêt, la survie l'emportait, et ça leur a permis de survivre dans un espace qui était souvent hostile. Ce qui nous ramène à la phrase du général de Gaulle, en relations internationales, il n'y a pas d'amis, il n'y a que des intérêts. Voilà. Donc chaque État européen doit défendre ses intérêts, comprendre que nous avons intérêt à coopérer dans le cadre d'un marché commun qu'il faut préserver, dans le cadre de traités qui nous rendent solidaires les uns des autres. Mais une fois qu'on a dit ça, on n'a pas besoin d'imaginer une bureaucratie bruxelloise qui nous dise comment construire un avion de chasse. Je suis un petit peu caricatural, mais il y a toujours quand même cette idée que plus les choses se décident à un échelon supranational, plus nous serons forts. Je crois pas, on va créer un grand tout informe qui reposera sur des valeurs un petit peu abstraites, alors que l'on pourrait repartir d'États-nations qui, grâce à leur histoire, grâce à leur tradition diplomatique, peuvent apporter une forme de dissensus constructif qui aide à la réflexion et qui permet à l'Europe d'être concrètement armée par des armées nationales. Et souvenez-vous aussi du général de Gaulle lorsqu'il s'opposait au projet de coopération européenne de défense, de la CED. L'un de ses principaux arguments, c'était pas simplement parce qu'il tenait à la souveraineté nationale, c'est parce qu'il disait « Où nos militaires iront-ils puiser leur vertu dans cette tour de Babel ?» Encore une fois, on en revient toujours à ce patriotisme européen. Les conditions de l'affirmation en géopolitique, ça suppose une puissance industrielle, une puissance militaire, mais ça suppose aussi une puissance des ressources immatérielles. Et ce sentiment national, ce patriotisme-là, Brzezinski disait que c'était le carburant essentiel de la puissance américaine. Vous ne pouvez pas comme ça le construire de toutes pièces. Donc j'appelle à la sagesse et à repartir de l'existant. L'existant, c'est d'abord une Europe faite d'États-nations qui défendent leurs intérêts et qui sont assis sur un sentiment d'appartenance qu'il faut cesser de déconstruire, qu'il faut plutôt revigorer, à condition aussi qu'il soit transcendé par des traités qui prévoient encore une fois une solidarité entre les États européens en cas d'agression de l'un d'entre eux. Et est-ce que c'est le message porté par les extrêmes droites, les différentes extrêmes droites européennes? Alors, il y a une évolution intéressante de ces mouvements, d'extrême droite, nationaux populistes. Je vous laisse choisir le terme que vous voulez, mais on voit bien de qui on parle. Le Rassemblement national, ça peut être la Hongrie de Viktor Orban, etc. Mélanie, bon.
il y a une évolution intéressante. C'était des partis qui voulaient sortir de l'Europe. Et ce sont des partis qui sont désormais convaincus qu'on peut changer l'Europe de l'intérieur, parce qu'ils bénéficient d'une dynamique électorale très forte. Et qui veulent faire en même temps vivre leurs identités nationales. Et qui donc, justement, appellent à une Europe qui laisserait davantage de place aux États-nations. Donc l'idée de sortir complètement de l'Union européenne a en quelque sorte vécu. Alors c'est une sorte de victoire paradoxale du projet européen, mais ils se mettent dans la peau, dans le sillage en tout cas du coup d'idées qui appartenaient plutôt encore une fois à la mouvance démocrate chrétienne de centre droit, celle qui a fait l'Union européenne, qui n'avait pas tous les acteurs en tout cas européens de l'époque, mais qui n'avaient pas l'idée de construire une forme d'empire supranational européen, ce qui fait que leurs positions deviennent plus modérées, et c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles je crois de moins en moins d'électeurs ont peur de se tourner vers ces partis-là. Je vous parlais de ce livre que j'avais publié qui parlait de la Hongrie et de la Pologne. Vous ne pouvez pas être élu en Hongrie et en Pologne si vous proposez la sortie de l'Union européenne. Tout en restant tout à fait patriote, voire même nationaliste. Les électorats de droite ou d'extrême droite polonais et européens n'appellent pas à sortir de l'Union européenne. Pas simplement parce que leur pays bénéficie des fonds européens, mais parce que l'espace européen est vu aussi comme un espace démocratique qui apporte, qui protège par rapport à un passé où la menace soviétique a existé et peut-être aussi revenir. Donc oui, en effet, il y a une évolution de ces partis et qui repose sur une dynamique. Alors, une dynamique électorale, mais pourquoi cette évolution-là, juste simplement pour terminer sur ce point. On a le temps. Je crois que c'est aussi la très grande victoire de Viktor Orban. Parce que il y a quand même, si on veut ouvrir un chapitre sur les droites européennes, c'est quand même quelqu'un, et les droites occidentales, parce que Donald Trump et les nationaux conservateurs américains qui entourent la galaxie intellectuelle trumpiste, c'est largement inspiré de la Hongrie, de la révolution conservatrice hongroise. Et Viktor Orban est celui qui a montré à tous ces partis que l'on pouvait rester dans l'Union européenne tout en défendant des idées qui étaient a priori jugées incompatibles avec le projet européen, des idées conservatrices, nationalistes, souverainistes, en assumant un bras de fer, un rapport de force, et en assumant tout simplement un certain nombre de convictions. Et je crois que l'exemple hongrois a fait tache d'huile et a converti tout un ensemble de droites nationalistes, souverainistes, populistes européennes. Et pour vous, ils parviennent à changer l'Europe, ou ils se rangent petit à petit derrière le projet européen fédéraliste? Par exemple, Mélanie. Alors, Mélanie, on en revient en fait au fait que ils peuvent être nationalistes, conservateurs, et donc être unis par des idées communes, mais ils sont avant tout le produit, justement, de leur contexte national. Je vais reformuler. Et donc, simplement, juste, l'Italie ne peut pas avoir, par définition, pour des raisons historiques, la même position que la France vis-à-vis des États-Unis. Donc que Mélanie soit nationaliste et en même temps très à l'aise dans l'OTAN et dans un bloc occidental qui doit mieux se défendre, elle ne fait que poursuivre la ligne italienne. Je rappelle que l'Italie était intervenue en Irak en 2003. Donc ce n'est pas parce qu'ils sont transcendés par des idées conservatrices et nationalistes qu'ils vont s'entendre sur le terrain géopolitique. Et on le voit bien entre la Hongrie et la Pologne aujourd'hui, deux pays qui étaient très soudés il y a encore quelques années et qui se distinguent aujourd'hui vis-à-vis de la question religieux. Donc ils vont pas décevoir les aspirations de leur peuple à retrouver leur identité nationale et à s'appuyer sur leur identité nationale. Ils vont défendre l'idée d'identité nationale, ils vont l'adosser à l'idée d'une civilisation européenne chrétienne. Donc, en quelque sorte, ils s'approprient l'idée européenne, mais en la traduisant autrement, pas à travers un projet technocratique, mais à travers un projet de civilisation. Moi, je vois beaucoup, ce n'est pas ma ligne, mais je vois beaucoup de partisans de ces partis qui revendiquent l'idée de civilisation européenne, hein, et qui donc sont très à l'aise avec l'idée que les Européens doivent coopérer pour affronter la Russie, dès lors qu'ils font entrer l'Ukraine dans la civilisation européenne et qu'ils en sortent la Russie, ce qui peut là aussi par ailleurs se discuter. Donc du coup, il peut y avoir une compatibilité entre l'idée que
pour prendre l'exemple de l'Italie, je défends une identité italienne adossée aux racines chrétiennes de la nation italienne, racines chrétiennes qui sont aussi celles de l'Europe et qui sont aussi celles, par extension, de l'Occident. Donc, c'est pas incompatible. Il y a vraiment une spécificité française à penser que la défense de la singularité française passe par une Europe qui se distinguerait des États-Unis. C'est pour ça que nous sommes seuls sur ce créneau-là. Donc, soit nous l'abandonnons, et donc nous nous diluons dans une Europe qui sera conservatrice ou progressiste, mais qui se vivra comme un tout uni dans un bloc occidental avec les États-Unis, ou alors nous revendiquons ces différences parce que nous pensons qu'elle peut apporter aussi à l'Europe, comme en 2003, où nous avons assumé notre différence, permettant à l'Europe d'exister autrement que derrière notre grand allié américain. Et quand vous dites « ce n'est pas ma ligne », qu'est-ce que vous voulez dire exactement ? C'est-à-dire que moi, je ne revendique pas l'idée que nous devrions nous adosser à un bloc civilisationnel pour exister sur la scène géopolitique. C'est-à-dire que je ne nie pas qu'il existe des civilisations. Je ne nie pas qu'il existe une civilisation occidentale ou européenne. Il y aura un débat très intéressant à avoir là-dessus. Samuel Huntington, qui est un auteur tout à fait important, dont je me revendique, pour des raisons qu'on va expliquer, mais parlait de civilisation occidentale. Donc pour lui, ça allait de soi que les États-Unis et l'Europe fassent bloc. Et il disait des États sont d'autant plus solidaires que leurs accords stratégiques, leurs traités se superposent à un arrière-fond civilisationnel. Ça donne des affinités beaucoup plus fortes que ne le donne un simple traité, évidemment. Et donc il disait il faut que les Occidentaux conservent cette affinité civilisationnelle, et donc c'est pour ça que dans son livre Le choc des civilisations, il ne parle pas simplement d'un monde multicivilisationnel, il dit il faut faire attention au multiculturalisme, parce que ça va fragmenter l'Occident, et si un jour les États-Unis deviennent tellement hispanisés qu'ils en oublient l'Europe, et l'Europe tellement islamisée qu'elle en oubliera les États-Unis, eh bien il n'y aura plus d'Occident et nous serons d'autant plus affaiblis dans un monde multicivilisationnel. C'est ça la vision de Samuel Huntington. Donc c'est une vision très en vogue à droite, qui est de se dire nous devons nous défendre notre identité civilisationnelle parce que l'Occident vit dans un monde hostile. Et moi, vous comprenez bien que ma position, alors si vous voulez me rattacher à une crèmerie, moi je suis très proche de la Fondation Respublica, de Jean-Pierre Chevènement, donc une ligne gaullienne. Mmh. Voilà, c'est toujours un peu facile de se revendiquer du général de Gaulle, mais on l'a évoqué, c'est quand même une ligne aussi qui existe, qui est spécifique. Bon, moi je pense que nous ne vivons pas dans un monde où des blocs civilisationnels s'affrontent. C'est le meilleur moyen de noyer l'Europe que de se rattacher à cette idée. Nous vivons dans un monde où des États défendent leurs intérêts nationaux et sont prêts à s'allier ou à se rapprocher, en fonction des circonstances, d'autres pays qui ne pensent pas comme eux. Et donc moi, je veux une France qui soit capable de revendiquer cette fameuse troisième voie gaullienne. Emmanuel Macron, il y a une sorte d'en même temps géopolitique, il faudra peut-être y revenir, mais Emmanuel Macron, quand il était en Indonésie en juillet dernier, disait nous défendons la troisième voie. Nous ne voulons ni être avec les Chinois ou les Russes à l'époque, ni la URSS, ni avec les Américains. Troisième voie comme vous, les Indonésiens. Vous, où a émergé à Bandung le mouvement des non-alignés. C'est l'idée, c'est la troisième voie, c'est la ligne de l'Indonésie, de Singapour, de la Thaïlande, de l'Inde, du Brésil, du Mexique. Donc c'est très bien, mais il faut en faire plus si vous voulez, qu'un acte de communication parce qu'on se retrouve à Jakarta. Il faut il faut donner de la consistance à cette doctrine. Et lorsque je l'évoque avec différents diplomates, je me souviens de l'un d'eux qui me disait, mais voyez, quel est notre dernier fait d'armes en Amérique latine ? La France avait une certaine aura dans cette région du monde. Quelle est notre vision de l'Amérique latine aujourd'hui ? Notre dernier fait d'armes est le soutien à Javier Guaido, qui est, je cite ce diplomate, je ne donne pas son nom, mais je cite ce grand diplomate qui a été en poste en Amérique latine, Javier Guaido, qui était le pantin de la CIA. Voilà, notre dernier fait d'armes est de soutenir en tant qu'Européen et donc en tant qu'Occidental ce candidat qui devait renverser le pouvoir en place à Caracas. Écoutez, moi je pense que justement on se dilue
dans cette idée civilisationnelle européenne ou occidentale, alors que nous devrions nous ouvrir à des espaces culturels, nationaux, que nous ne connaissons pas, que nous ne connaissons plus, voire que nous méprisons, au nom justement là d'un universalisme qu'il va falloir là aussi, je pense, complexifier justement. C'est quoi la différence entre le gaullisme et le nationalisme ? Le gaullisme est un nationalisme. Ok. C'est un nationalisme qui pense que l'individu ne peut s'épanouir que dans le cadre de communautés humaines. La communauté nationale représentant pour De Gaulle la communauté par excellence. C'est la communauté à l'intérieur de laquelle nous développons des liens d'affection, où nous pouvons nous montrer solidaires les uns des autres lorsqu'une menace pèse sur nous. Et donc, c'est une idée qu'il faut préserver, d'autant plus que pour lui, le collectif national français a une sorte d'aura que n'ont pas d'autres nations. Quand il dit qu'il se fait une certaine idée de la France, c'est pas simplement parce que la France est son pays, c'est parce qu'il pense que la France dit quelque chose que ne disent pas les autres, et que le monde a besoin de la France. Et donc c'est un nationalisme au sens où il défend l'indépendance de la France, au sens où aussi il pense que les spécificités nationales françaises sont essentielles, ne serait-ce que pour transcender un peuple divisé, il le dit, mais aussi pour que ce peuple continue d'apporter quelque chose à un monde qui a en quelque sorte besoin de lui. Et c'est en effet, notamment à travers son discours de fin de peine au Cambodge, De Gaulle prend acte que la France ne pourra pas conserver l'Algérie, que ce serait même contre-productif pour elle. Et dans le sillage de ce dernier acte de la décolonisation française, il en profite pour du coup donner à la France une forme de nouveau visage. Nous ne sommes plus des impériaux, comme le sont désormais les États-Unis et l'URSS, nous sommes des nationaux, comme tous les peuples du monde qui aspirent à la liberté. Mais une liberté qui, pour De Gaulle, n'était pas simplement une liberté libérale, le droit de jouir de son propre bien, une liberté fondamentale qu'il ne contestait pas. Je dirais que De Gaulle était plutôt l'adepte d'une forme de liberté athénienne, la liberté politique, le droit, la possibilité pour un individu de s'inscrire dans un collectif pour conserver l'active maîtrise de ses destinées. Et donc, De Gaulle est en ce sens-là un nationaliste. Après, je dirais qu'il y a autant de nationalisme que de nations, puisque chaque nationalisme s'adosse à des spécificités historiques nationales, et donc par définition, en fonction des pays, il prendra une corrélation différente. Donc pour vous, c'est pas du tout un mot péjoratif? C'est pas du tout un mot péjoratif. Je rappelle... Parce que c'est comme ça qu'on l'entend à la télé. Oui. Le sens commun de nationalisme, c'est extrême droite. C'est-à-dire, c'est synonyme. Bien sûr. Alors, et du coup, on a essayé, pour ne pas complètement diaboliser l'idée de nation, d'opérer une forme de distinction entre nationalisme et patriotisme. Bon, moi, ça m'apparaît un petit peu trop subtil, cette distinction. Parlons de patriotisme si le mot nationalisme gêne, mais alors, il faut quand même bien se rendre compte que la Révolution française est l'acte fondateur de la diffusion du virus national dans toute l'Europe, qui a renversé toutes les monarchies. Maurice Gourdeau-Montagne, qui a publié un grand livre, Les autres ne pensent pas comme nous, un livre géopolitique, qui a été le conseiller diplomatique de Jacques Chirac. Et c'est Jacques Chirac qui a fait cette distinction, qui a dit le nationalisme c'est la guerre. Voilà, parce que Mitterrand l'a aussi dit, il y a une Europe qui, en effet, a jeté l'eau du nationalisme avec le bébé de la nation, en quelque sorte, ou qui en tout cas considérait que le nationalisme était la grande cause des horreurs du XXe siècle. C'est plutôt l'impérialisme qui a causé la perte de l'Europe. Hitler n'était pas un nationaliste. Il se faisait une certaine idée de l'Allemagne, si l'on veut, mais une Allemagne qui devait s'étendre et qui envisageait même un conflit avec les États-Unis dans les années 80. Donc, c'était pas un nationaliste qui appelait simplement à ce que l'on respecte les frontières de l'État-nation. On n'en serait pas là s'il n'avait été en quelque sorte que ça. Et le nationalisme, j'en reviens quand même au XIXe siècle. Maurice Gourdeau-Montagne me disait, dans notre dernière entrevue pour les besoins de mon dernier livre, me disait, nous vivons un nouveau printemps des peuples à l'échelle mondiale. 1848 en Europe,
c'est c'est un moment nationaliste. C'est un moment où les peuples se sont rebellés contre l'ordre impérial, l'ordre monarchique, les dynasties monarchiques, pour dire nous revendiquons un espace national à l'intérieur duquel nous nous sentons liés par une identité commune et à l'intérieur duquel nous entendons présider à nos propres destinées. Donc le nationalisme au XIXe siècle, c'est d'abord l'avènement d'un cadre national qui a préfacé aussi l'avènement de la démocratie. Pour qu'il y ait une démocratie, il faut qu'il y ait un démos, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une nation. Donc c'est très compliqué de congédier le nationalisme et en même temps de se revendiquer de la Révolution française, de l'histoire de l'Europe et de la démocratie. Les pays qui n'ont pas de nation ne peuvent pas devenir démocratiques. Les pays qui sont divisés de l'intérieur parce qu'ils ne sont pas transcendés par un sentiment d'appartenance nationale, Fukuyama le dit dans ses livres, notamment dans le dernier, ne peuvent pas devenir une démocratie. Ce sont des semi-États claniques, tribaux, et qui, faute d'identité nationale, ne peuvent accepter la loi de la majorité. La démocratie, c'est quand la minorité vaincue aux élections accepte la loi de la majorité. Parce qu'en dernière instance, nous nous sentons appartenir à un seul et même peuple. Lorsque vous n'avez pas ce sentiment d'appartenir à un seul et même peuple, la majorité qui gagne aux élections, c'est le camp d'en face, c'est l'ethnie d'en face, et ça ne mène pas à une pacification des relations, ça peut au contraire galvaniser les ressentiments et favoriser des guerres civiles ou en tout cas des tensions interethniques. Donc, il y a un grand livre aussi, je pense, qu'il faut simplement citer, un grand livre. En tout cas, un livre qui est grand, je vais assumer le terme, en tant qu'il est quand même l'expression de l'époque dans laquelle nous vivons. Un livre d'un penseur israélien, Azoni, Les vertus du nationalisme, qui fait une histoire des moments où justement la géopolitique mondiale a dérapé lorsque l'impérialisme l'a emporté sur un nationalisme qui se suffit à lui-même et qui n'envisage pas d'imposer aux autres ses valeurs, son dictat politique. Et Azoni est très influent dans les milieux conservateurs américains et il est en quelque sorte l'un des pères spirituels de ce mouvement national conservateur qui est celui de Donald Trump, qui est vraiment... Le Trumpisme intellectuel, c'est le national-conservatisme, c'est celui qui prend le contre-pied du néoconservatisme des années 80, des années Bush, qui voulait justement étendre le modèle occidental jusqu'aux confins du globe. Le national-conservatisme, c'est celui qui dit chacun a le droit à une nation et j'accepte un monde fait de nations qui ont des intérêts et des identités différentes. Et c'est le discours que Donald Trump a tenu aux Nations Unies dernièrement, j'ai plus la date en tête, mais c'était au mois de septembre, fin septembre, où il dit très explicitement « Nous sommes tous les héritiers d'une nation dont notre devoir est de la protéger, de la défendre et de la continuer. » C'est ça, au fond, le nationalisme ou le patriotisme. Voilà. Du coup, est-ce qu'on peut dire que Donald Trump est l'ami des BRICS ? Puisque c'est un peu le... Eh bien justement, ce que je dis, c'est que Donald Trump est le premier président américain d'un monde post-américain, ou plutôt d'un monde post-occidental. C'est le président américain adapté à une ère dominée ou recomposée par des nations dites du Sud, des nations émergentes, dont les BRICS incarnent un petit peu qu'incarnent en quelque sorte les BRICS. Donc en effet, c'est la réponse américaine à ce nouvel ordre du monde. L'entérinement même. Pardon ? C'est l'entérinement même. L'entérinement du monde dans lequel les Européens croient qu'il est encore le nôtre, ou qu'il fut encore le nôtre jusqu'à une date récente. Et donc c'est des États-Unis qui disent « Jouons franco, les gars. Vous avez des valeurs spécifiques, vous avez des intérêts spécifiques, nous aussi. Et donc nous, on va pas se laisser faire. Et donc je vais utiliser toute la force de frappe américaine, commerciale, judiciaire, voire même militaire, on se souvient de ce qui s'est passé en Iran, pour défendre mes intérêts. » Voilà. Et donc c'est dans ce cadre-là que les Européens doivent du coup repenser leur propre projet. Mais là, du coup, ils ont vraiment un gros problème parce que il est dans l'intérêt américain de les garder captifs de cette illusion, vassaux de gré ou de force. Et pour se détacher de l'empire américain, ce sera plus dur pour les Européens que ça ne l'a été pour les Chinois ou les Russes qui de toute façon en étaient exclus. Et exactement. En fait, il faut remercier Donald Trump, parce que Donald Trump, c'est celui qui nous dit, bon, ok, je vois bien, vous voulez que l'on continue de vous protéger. Alors, soit,
mais ça va vous coûter tant. C'est quelqu'un qui pose les choses sur la table et qui dit que la caution américaine, elle ne peut pas être gratuite. Il va falloir la financer, il va falloir la payer. Et donc c'est quelqu'un qui nous met face à nous-mêmes et qui nous laisse face à donc deux possibilités. La soumission, ok, nous payons la facture, et ça peut être une forme de pragmatisme, de se dire nous n'y arriverons pas seuls. Donc allons-y pour cette alliance transatlantique revigorée. Ça peut se tenir intellectuellement, voire même d'un point de vue technico-pratique. Mais alors, cessons ces grands discours sur l'autonomie européenne, l'Europe puissance, etc. Nous sommes en train de l'entériner. Mais si nous refusons ce bras tendu, en quelque sorte, de Donald Trump, ou en tout cas cette main qui nous dit « OK pour vous aider, mais à condition que », eh bien dans ces cas-là, il faut construire une Europe qui intellectuellement soit capable de se vivre sans les États-Unis. Pour moi, c'est là où on en revient à l'identité. Si De Gaulle, pardon encore une fois pour la référence un peu galvaudée, mais il a dit tellement de choses qui s'avèrent justes pour penser notre époque, il faut quand même en revenir. Si De Gaulle ne s'était pas fait, comme il le dit lui-même dans ses mémoires, une certaine idée de la France, aurait-il seulement mis en œuvre le début de sa politique de grandeur, celle qui a fait que la France a connu un essor industriel très important dans les années 60, celle qui a fait que la France s'est affirmée sur la scène géopolitique, a assumé son indépendance. S'il pensait que la France était un petit pays, 1% de la population mondiale, eh bien, il n'aurait pas eu cette même ambition. C'est bien cette certaine idée qui a présidé à la mise en œuvre d'une politique industrielle, d'aménagement du territoire, géopolitique ambitieuse. Autrement dit, l'identité, l'idée que vous faites de votre propre nation, préface l'orientation stratégique, la politique que vous menez. Et si les Européens disent « nous sommes l'Occident », eh bien, par définition, nous n'allons pas nous mettre en situation de nous penser, non pas en opposition, mais en autonomie par rapport aux Américains. Nous allons nous demander comment revigorer le lien transatlantique. Et c'est ce qui s'est passé. Invasion russe de l'Ukraine, retour de l'OTAN, retour de l'idée d'Occident. Les Occidents pensent que nous, autres Occidentaux, devons faire ceci, faire cela. Donc on voit bien une Europe qui, plutôt que de se penser comme européenne, s'est tout de suite située dans un bloc occidental, à tel point que on a vu des vocabulaires de la guerre froide renaître. C'était le monde libre contre le bloc des autoritaires. C'est pas du tout ça ce qui se passe. Mais donc on voit bien qu'une Europe qui, se pensant comme occidentale, a du mal à se penser comme européenne, et donc à penser les conditions d'une puissance authentiquement européenne, qui ne soit pas simplement en attente que les États-Unis veuillent bien l'aider à poursuivre ses propres ambitions géopolitiques, comme par exemple sur le dossier ukrainien, où on voit bien que l'Europe, sans l'aide américaine, ne peut pas aider comme elle le voudrait l'Ukraine. J'ai l'impression que la tension à l'intérieur de l'Europe entre ceux qui tiennent à la nation et ceux qui se projettent plutôt vers un projet fédéraliste, ces différentes élites en fait qui coexistent, avec en même temps la coexistence de ces deux pôles depuis les traités, puisque vous avez dit qu'il y a 2 articles qui disent l'un et l'autre, et toujours aussi actuel dans les réactions au Trumpisme. Oui. C'est-à-dire que on a certains qui souhaitent poursuivre, parce qu'en fait voilà, ils disent il faut qu'on soit puissant, mais pour certains ça veut dire il faut que l'Europe soit puissant. Pour d'autres, et il y a que la France qui... C'est ça, c'est pour ça le débat droite-gauche, extrême-droite, sur ces questions-là, la plupart des partis politiques européens sont sur l'idée d'une Europe aux racines chrétiennes, qui la relie aux États-Unis, qui forme un bloc occidental qu'il faut revigorer pour nous défendre dans un monde hostile. Ça, c'est la ligne ultra dominante en Europe. Il n'y a que la France qui peut introduire, encore une fois, une dissonance que je crois salutaire pour l'Europe, parce que nous entrons dans un monde post-occidental. Donc il faut une nation qui assume cette post-occidentalité, en quelque sorte. J'ai oublié du coup votre... Ma question n'était pas claire. Oui. Ma question n'était pas claire du tout. Très bien. Sur cette tension qui est difficile à cerner, mais ce que je comprends, oui, c'est vous appelez à l'Europe à un sursaut
de compréhension de la désoccidentalisation du monde. Donc, vous souhaiteriez qu'elle réalise qu'il faut, elle aussi, se désoccidentaliser et penser ses intérêts indépendamment des États-Unis. Mais vous défendez un point de vue français et il y a que la France qui a à peu près cet héritage et encore cette vision des choses, mais le reste de l'Europe ne l'a pas. Mais ce qui nous amène à un problème, c'est comment faire vivre en tant que Français cette vision des choses dans le cadre et dans cette Europe qui est majoritairement acquise à l'idée d'embrasser notre statut de vassal et c'est pour ça, américain. C'est pour ça que je dis qu'il y a contradiction. Là, on en revient en même temps d'Emmanuel Macron qui poursuit la ligne gaullienne d'une troisième voie diplomatique. Nous ne voulons pas nous insérer dans un bloc, sinon nous allons nous laisser embarquer par l'agenda géostratégique américain. Il le dit à son retour de Chine. Il prend l'avion de Pékin et il dit « Nous devons avoir notre propre agenda sur la question taïwanaise ». Tout le monde, y compris à droite, notamment à droite, lui tombe dessus en disant « Mais attendez, nous devons être proches de notre allié. Au moment de la crise des fusées de Cuba en 1962, nous sommes restés solidaires de notre allié, comme si il y avait le même enjeu sécuritaire. On était au bord d'une troisième guerre mondiale à l'époque. Il n'y avait pas d'enjeu sécuritaire pour les États-Unis par rapport à Taïwan. Donc on voyait bien, là, encore une fois, une forme d'occidentalisme insidieux qui nous pousse tout de suite à nous blottir derrière les Américains. Emmanuel Macron, lorsqu'il disait « Nous devons avoir notre propre agenda sur la question taïwanaise », j'ai envie de dire « Nous devons avoir notre propre agenda sur toutes les questions ». Quel serait ce pays qui suivrait un autre agenda que le sien ? Vous voyez ? Et donc, ce n'était pas un hasard si ce propos venait, encore une fois, de la France, pour les raisons que l'on a évoquées. Et je pense que c'est là où, au fond, mon propos vise à dire que l'Europe a besoin d'une France qui s'assume, pour le dire simplement. Parce que l'Europe doit avoir sa propre vision, en effet, de sa relation avec la Chine. Les décisions stratégiques qui ont été prises par les Européens vis-à-vis de la Chine l'ont été, je pense par exemple au fait de se protéger de la 5G chinoise, ont été prises sur pression américaine. Je ne dis pas qu'il fallait que nous adoptions cette technologie chinoise. Je dis juste que nous ne l'avons pas prise en tant qu'Européens, nous l'avons prise sous pression américaine. Et là où il y a ce qui pose, encore une fois, la question de notre capacité à exister en tant qu'Européens. Et là où il y a contradiction chez Emmanuel Macron, c'est que à la fois, il assume l'idée d'une troisième voie, tradition française. Il propose d'en faire le tremplin pour une Europe autonome, indépendante, qui se pense en tant qu'européenne. Mais comment compte-t-il la mettre concrètement en place ? En liant notre appareil de défense à l'industrie allemande, qui ne jure que par un atlantisme de confort, donc qui, elle, ne sera jamais à l'aise avec l'idée selon laquelle nous devons avoir notre propre agenda sur toutes les questions. Et il, comme je le disais tout à l'heure, il aspire à mettre fin au droit de veto des pays membres de l'Union européenne en matière de politique étrangère, ce qui est l'assurance pour la France d'être systématiquement mise en minorité et donc de disparaître en quelque sorte. Ces actes parlent quand même vachement plus fort que ces mots. Voilà, et donc du coup, si la France disparaît parce que sa voix n'est plus écoutée, parce que son industrie de défense n'est plus la sienne, eh bien cette fameuse ligne française ne pourra plus être défendue, perdra toute crédibilité, et donc la seule voix qui pouvait encore dire aux Européens « vous devez exister en tant qu'Européens », disparaîtra. Et donc c'est l'Europe qui en tant que telle disparaîtra. Alors, moi je pense que tout un ensemble d'Européens sont sincèrement convaincus que l'Europe et les États-Unis forment un tout qui ont des valeurs libérales, progressistes et démocratiques dans un monde hostile ou qui en tout cas prône d'autres valeurs que nous ne voulons pas voir triompher chez nous. Et donc du coup, il faut en quelque sorte se serrer les coudes. C'est une position qui, encore une fois, se défend intellectuellement, peut-être même géostratégiquement, mais qui aura pour conséquence concrète, et donc il faut aller jusqu'au bout du processus, la disparition de cette spécificité française et de l'autonomie géostratégique de l'Europe. Qui passe par la France. Qui passe par une France qui dit à l'Europe, pour être indépendante, il faut d'abord l'être intellectuellement, et pour être intellectuellement indépendant, il faut être en capacité de dire non
aux Américains lorsque nous pensons que ça ne va pas dans notre intérêt que de les suivre. Or, on sait très bien que pour tout un ensemble de pays, dire non aux États-Unis, c'est compliqué et on peut les comprendre. On peut comprendre que pour les Polonais, dire non aux États-Unis, c'est prendre le risque d'affaiblir la défense nationale qui a besoin des États-Unis face à un géant comme la Russie. On peut le comprendre en tant que Polonais. Je suis très content parce que j'ai fini par comprendre. J'ai fini par comprendre, mais parce que c'est pas simple. C'est un peu contre-intuitif par moment. J'espère que vous avez compris aussi cette articulation entre une Europe qui retrouve son indépendance malgré le fait que, en s'appuyant sur ce que veulent les États, et si tous ces États veulent un lien avec les Américains, c'est pas grave, car il y a la France qui permettra à l'Europe d'avoir une alternative, d'avoir toujours une voie alternative et une proposition alternative. Je pense que les États sont l'expression, et on le voit bien avec Emmanuel Macron, qui n'appartient pas à la même école de pensée que le général de Gaulle. Les États, quelles que soient les élites qui les représentent, sont en quelque sorte l'expression d'eux-mêmes. Il y a toujours une forme d'arrière-fond historique qui ressort et qui fait que l'Europe est une forme de symphonie, pour prendre un exemple, qui ne donne pas toujours une musique très harmonieuse, mais qui est en tout cas une forme de symphonie, et que chaque État doit jouer sa propre partition pour apporter ce qu'il a au fond de meilleur, si je devais le dire un petit peu simplement. Et sur le dossier géopolitique, dans un monde post-occidental avec des pays du Sud qui prennent leur essor et qui vont continuer de le prendre, s'il y a bien une chose à ne pas sacrifier à la légère, c'est bien cette ligne typiquement française, parce qu'elle pourra, dans le débat européen, apporter cette tonalité qu'aucun autre pays ne peut apporter. J'ai envie de vous poser une question concrète pour finir, c'est-à-dire en 2027, quelles sont les mesures ou les actes concrets que doit proposer un candidat pour tenir cette ligne? Je veux dire, pour résister à la fois à la fédéralisation de l'Europe, mais je parle vraiment de des éléments concrets. Le nerf de la guerre, le b.a.-ba, c'est l'industrie. Vous pouvez avoir toutes les ambitions géopolitiques que vous voulez parce que vous avez justement une ligne. Vous avez pensé les choses. Et c'est important de le penser parce que si vous ne pensez pas les choses, vous n'enclenchez pas derrière la dynamique économique, industrielle nécessaire. Mais donc justement, si vous avez cette ligne-là, et on l'a en France, et on a conscience que le monde change. Donc intellectuellement, on est armé, ou on peut se réarmer presque assez facilement. Tout est là en quelque sorte. Mais si nous voulons que cette ligne ne soit pas juste simplement un propos d'estrade, nous avons besoin d'être crédibles sur notre capacité à agir. Pour être crédible, il faut être fort. Pour être fort, y compris dans le rapport de force intra-européen, il faut absolument que nous reconstituions notre appareil productif. François Bayrou avait publié, ça fait la référence tout d'un coup fait tranche avec les précédentes peut-être, mais François Bayrou était quand même, vous voyez, président de la Cour des comptes, non, du Haut Commissariat au Plan, qui a été ressuscité par Emmanuel Macron. Très bien, mais on ne donne pas de moyens à ce commissariat au plan. Donc, il faut sortir de la cosmétique, justement. Ce commissariat au plan visait à l'époque, notamment la grande époque gaulo-popidolienne, à donner au pays un horizon sur des grands projets industriels. C'est ce qui a fait la réussite de la Chine. La Chine, c'était 10% de l'économie américaine dans les années 80. Aujourd'hui, selon certains classements du FMI, elle est devant les États-Unis en l'espace de 40 ans. Que dit l'un des rapports signés par François Bayrou? Notre appareil productif a les défauts d'un pays en voie de développement. C'est écrit noir sur blanc. Donc, on peut dire tout ce qu'on veut, tant qu'on n'aura pas mis en place tous les éléments nécessaires à la reconstruction de notre appareil productif, on aura la ligne, mais on n'aura pas la crédibilité. Et pour ça, il y a tout un ensemble de mesures fiscales, de protectionnisme. L'Europe se met un petit peu au protectionnisme pour sauver l'acier européen, parce que l'Allemagne a fait pression. Bon. Mais la France a des problèmes de déficit, un modèle social qui est sans doute à revoir. Il faut vraiment qu'on retrouve notre crédibilité, et pour ça, retrouver une aura, une puissance économique qui nous fait défaut. Et alors là, nous pourrons davantage peser en Europe
et assumer cette ligne et le financement de notre appareil de défense qui est absolument nécessaire, parce que nous avons une armée, nous avons une histoire, nous avons un lien fort entre nos citoyens et son armée et leur armée, mais elle est aussi trop échantillonnaire, hein. Donc cette montée en puissance de notre armée, on voit bien que les Allemands s'apprêtent à investir massivement parce que l'Allemagne bénéficie d'excédents commerciaux depuis des années. Les Polonais également, une puissance montante qui consacre 4 ou 5% de son PIB aujourd'hui à sa défense. Donc si la France veut exister autrement que dans des propos d'estrade, encore une fois, il va falloir qu'elle aussi investisse. Et pour investir, il va falloir des moyens. Et pour avoir des moyens, il va falloir qu'elle reconstitue son appareil industriel. Et au niveau européen, le rapport Draghi, par exemple, a mis en avant tout un ensemble de solutions qui doivent permettre à l'Europe de retrouver une forme de pragmatisme pour sauver la compétitivité de ses industriels qui aujourd'hui plient quand même sous le poids aussi de réglementations et de normes écologistes par moment qui, par rapport à nos concurrents, nous desservent. Draghi le fait dans une logique fédéraliste, mais peu importe. Il faut vraiment désormais adopter une forme de pragmatisme économique. Ça ne veut pas dire mettre en pause la transition écologique, mais peut-être y aller plus modérément. C'est la seule voie que nous avons aujourd'hui pour enclencher ce sursaut économique, politique, et qui sera en dernière instance géopolitique, au nom d'une Europe qui doit exister par elle-même, grâce à une France qui aura retrouvé la crédibilité qui aujourd'hui lui fait largement défaut. Merci beaucoup, Max Hermann Gastineau. Merci.